Avertissement. Le récit contient des descriptions d'événements violents présentés pour leur portée historique et symbolique. Ils plantèrent sa tête au sommet d'une pique, face à la foule pressée de Londres, comme on exhibe un trophée pour que personne n'oublie qui gouverne. Le vent qui passait sur Westminster emporta l'odeur du bois et de la mer, et la rumeur prit la forme d'un avertissement. C'était là la démonstration d'un pouvoir absolu. Mais est-ce vraiment la fin? Voici la vraie fin de William Wallace. Pour comprendre pourquoi un visage mutilé et cloué à une potence ne réussit pas à étouffer une idée, il faut remonter au moment où l'Écosse devint, aux yeux d'un roi anglophone, un héritage à soumettre. L'année où tout bascule, 1296, n'est pas seulement une date, c'est la fissure dans l'édifice politique écossais. Le trône vacille. Des querelles de famille, des alliances instables, la faiblesse d'un pouvoir centralisé, autant d'ouvertures que l'ambitieux roi d'Angleterre, Édouard Ier, appelait à exploiter. Sous un prétexte d'arbitrage, il impose John Balliol sur le siège royal et peu à peu transforme l'Écosse en un territoire soumis à sa volonté, imposant taxes, garnisons et humiliations publiques. Ce n'est pas seulement une conquête militaire, c'est une politique d'écrasement des institutions, de réduction des seigneurs locaux à l'obéissance. Les châtelains anglais deviennent shérifs, la langue des ordres et l'arrogance. La population, privée de relais politiques crédibles, porte en elle une colère sourde. Les anciens liens entre seigneurs et gens, ces liens qui structurent la vie quotidienne, se défont. La percée anglaise ne se mesure pas uniquement aux bannières levées, elle s'évalue aux coups portés à la dignité des hommes et des femmes qui jusqu'alors trouvaient dans leur communauté une forme de protection. C'est dans ce terreau d'humiliation et de rancœur que germent les premières étincelles de la révolte. William Wallace n'arrive pas sur la scène comme un héros prophétique, forgé d'avance par la légende. Les sources le décrivent comme l'un de ces hommes de la petite noblesse, des propriétaires ruraux, sans grande richesse, mais dotés d'un sens aigu de l'honneur et d'une capacité à fédérer. Les détails de sa jeunesse et de sa famille restent partiellement obscurs. Certains éléments sont indéfinis selon les chroniqueurs. Mais la trajectoire est claire. Un affront personnel débouche sur un engagement public. L'événement déclencheur, tel que le racontent les traditions, se situe à Lanark, un village où justice et pouvoir anglais s'affichent sans pudeur. Selon plusieurs récits, un shérif cruel et zélé usurpait et frappait. La mort d'une femme proche de Wallace, nommée Marion dans certaines versions, est évoquée comme l'étincelle. Ici, la prudence s'impose. La disparition de Marion et les détails qui l'entourent sont rapportés de façon contrastée par les sources, et plusieurs éléments restent indéfinis. Mais l'essentiel demeure. La violence locale déclenche la première flamme. Wallace passe d'un acte individuel, le meurtre du shérif, tel qu'il est présenté dans les chroniques populaires, à une série d'actions coordonnées. Ce qui commence comme un règlement de compte personnel se transforme rapidement en mouvement, parce que les grivances étaient collectives. Les paysans, les petits seigneurs, les artisans fatigués des exactions, tous reconnaissent dans Wallace un homme qui, par son audace, met enfin en question l'ordre installé. Son talent n'est pas seulement militaire, il sait traduire la colère diffuse en rassemblements concrets. Là où les seigneurs hésitent, il frappe. Là où l'administration anglaise montre sa lourdeur, il profite de la mobilité. La guérilla de Wallace n'a rien de romantique. Elle est faite de terre, de boue et de longues attentes au bord des chemins. Les embuscades se déroulent dans des combes étroites, sur des plateaux balayés par le vent, au bord de rivières où les chevaux glissent. La tactique est simple et efficace. Harceler les convois, isoler les petites unités anglaises, frapper vite puis disparaître dans le maquis. Les armes sont celles des hommes à portée, lances, gourdins, épées courtes, parfois des arcs mal dégrossis. Mais ce qui surprend l'ennemi, c'est l'audace et la cohésion avec laquelle des groupes hétérogènes apprennent à se mouvoir ensemble. Andrew Murray, un chef venu du Nord, devient un partenaire stratégique. Homme de guerre aguerri, il apporte l'expérience obtenue sur d'autres fronts. Ensemble, ils transforment la colère dispersée en une force qui sait choisir ses batailles. La victoire de Stirling en septembre 1297 marque le passage de la rébellion privée à l'insurrection nationale. Stirling n'est pas seulement une ville, elle est la clé stratégique du Nord.
À son pont passent les routes qui relient la Basse-Lande aux terres hautes. Les Anglais, sûrs de leur supériorité numérique, avancent sous la bannière de la discipline professionnelle et de l'armement pesant. Mais la topographie se révèle plus dangereuse qu'une simple bataille rangée. Le pont qui enjambe le fleuve est étroit. Wallace et Moray exploitent la contrainte du lieu. Ils obligent une portion de l'armée ennemie à franchir le pont en petits groupes, là où la masse anglaise ne peut déployer sa force. L'effet est implacable. Les premiers hommes à mettre le pied sur la planchette sont isolés, submergés par des lames concentrées, repoussés et parfois précipités dans les eaux froides. La manœuvre n'est pas seulement tactique, elle est symbolique. Elle réduit l'orgueil d'un corps d'armée supposé invincible, il le met en déséquilibre, littéralement. Lorsque la cohérence de la formation anglaise se rompt, le terrain fait le reste. Les récits parlent d'une mêlée où l'ordre cède au chaos, et d'un triomphe écossais qui prend des allures prophétiques. Andrew Moray est blessé au cours des combats. Il mourra plus tard des suites de ses blessures, mais sa contribution au succès demeure déterminante. La victoire de Stirling éclate comme un cri. La domination anglaise n'est pas éternelle. Parmi les faits qui marquent les esprits figure la mort de Hugh de Cressingham, le trésorier anglais en poste. Sa disparition prend, plus que la simple tragédie militaire, la forme d'un acte rituel. Le corps d'un homme entouré d'un uniforme d'occupant devient un symbole, et sa mort est interprétée comme une revanche sur les exactions économiques qu'il incarnait. Les chroniqueurs rapportent des gestes rudes, des dépouillements, des actes où la colère populaire s'exprime par l'exposition du butin et la profanation des insignes. Certains détails, relatés de façon spectaculaire dans des annales plus tardives, sont à prendre avec prudence. La tradition rapporte, selon certaines sources, que des éléments du corps furent transformés en trophées. Quoi qu'il en soit, l'image d'un trésorier déchu, dépouillé de ses insignes et vilipendé par une foule qui a tant souffert, alimente la narration d'une justice populaire, crue et absolue. La victoire militaire à Stirling produit aussitôt son effet politique. Des nobles hésitants regardent dans la direction où souffle ce vent nouveau. Les paysans qui ont connu la main lourde des collecteurs d'impôts voient une promesse d'avenir. Les places se remplissent de chants, de clameurs et de pots de cuir battus comme des tambours improvisés. Dans ce tumulte s'érige une nouvelle légitimité. Wallace, simple chef de bande, devient le visage d'une nation en ébullition. Les écrits postérieurs qui composeront une légende commenceront à lui attribuer une stature quasi mythique, mais à ce stade, il reste un homme de terrain, capable de rallier, de frapper et de disparaître. L'impact psychologique est double. D'un côté, il alimente le moral écossais. Si l'occupant peut être vaincu, alors la libération n'est plus un rêve inaccessible. De l'autre, la cour d'Angleterre suit la scène avec effroi. Édouard Ier, surnommé Longshanks pour la longueur de ses jambes et le marteau des Écossais pour sa détermination, n'est pas seulement un souverain, il est un calculateur politique qui comprend les conséquences symboliques d'une défaite. Une armée professionnelle humiliée face à des paysans en armes, voilà qui menace la crédibilité royale. L'aspect politique ne se limite pas à la reconquête matérielle, il touche à l'autorité même du roi. La stupeur d'une cour habituée à imposer son droit par la force est d'autant plus grande que l'image d'un royaume uni et discipliné se fissure. La rapidité de la propagation de l'émeute d'honneur a une explication simple. La mémoire est plus rapide que le soldat. Les nouvelles voyagent par bouche à oreille, par voyageurs, par messagers, et chaque récit amplifie la nature du geste héroïque. On chante Wallace et on dramatise l'affront subi. À la capacité de frapper s'ajoute celle de narrer. Un héros naît aussi par la parole qui le porte. Dès lors, l'Angleterre ne s'attaque plus à un groupe de rebelles. Elle affronte une idée qui commence à circuler, la possibilité d'un peuple conscient de ses droits. Pourtant, cette montée en puissance comporte un paradoxe fatal. Plus Wallace devient l'incarnation de la résistance, plus il devient la cible d'un État qui voit dans la mise à mort publique une manière d'effacer non seulement un corps, mais une mémoire. Les souverains, depuis toujours, ont compris que la manière dont on tue peut dépasser la simple élimination physique. L'exécution peut être un instrument de terreur. Un État puissant ne se contente pas de vaincre l'adversaire, il met en scène sa défaite pour dissuader d'autres tentatives.
C'est dans cette logique que s'inscrit la réaction d'Édouard Ier après Stirling. La riposte anglaise ne tarde pas. La diplomatie se durcit, les garnisons se reforment et la cour bat le rappel des barons. Édouard, furieux, veut démontrer que la victoire écossaise est une parenthèse qu'il refermera d'un coup. Il lance une vaste mobilisation. Il veut frapper d'une manière si spectaculaire que plus personne n'osera même murmurer contre sa souveraineté. La stratégie est claire, écraser la capacité de se lever en armes, punir les meneurs et rétablir, par la peur, l'ordre. Ce choix est porté par la certitude que le spectacle de la punition influencera davantage que la logique militaire pure. Au cœur de cette logique se dessine déjà la suite tragique. La conquête d'un corps pour faire taire une idée. Mais l'histoire a souvent une ironie cruelle. La violence qui doit étouffer une mémoire peut au contraire l'alimenter. À Stirling, l'ennemi a été repoussé, les symboles du pouvoir humiliés. Cela donne aux gens une nouvelle confiance, mais aussi expose leur chef à un péril accru. Wallace, qui a goûté à la gloire de la victoire, sait aussi qu'il attire désormais tous les regards hostiles. Les comptes ne se règlent plus sur des chemins secondaires, ils se règlent désormais dans des enceintes royales et sur les places publiques. La victoire de Stirling n'élimine pas les divisions internes en Écosse. Le paysage politique reste fragmenté. Des barons hésitent, certains se rallient, d'autres préfèrent attendre. Le roi imposé, John Balliol, est un pantin usé, privé de réelle autorité, et son rôle dans cette période est plus de l'ordre de l'absence que du leadership. À la marge de la lutte populaire, des acteurs influents observent, calculent et parfois trahissent. Les alliances se nouent et se défont avec la fluidité des intérêts seigneuriaux. Les impulsions populaires ont besoin d'un cadre politique pour se transformer en gain durable. Ce cadre manque encore. Malgré tout, la figure de Wallace grandit. Il incarne la purification de la colère en action. Un homme qui prend sur lui le risque et qui transforme le ressentiment en stratégie. Les chroniqueurs anglais, français et écossais se feront l'écho de cette ascension, chacun colorant le récit selon sa position. Pour la propagande royale, il devient un brigand et un meurtrier. Pour les chants populaires, un libérateur. La vérité historique habite souvent un espace entre ces deux perceptions. Dans cet espace, les gestes prennent une signification politique qui dépasse leur motivation première. Alors que la poussière de Stirling retombe, que la joie côtoie l'épuisement des survivants, un autre enjeu surgit, l'économie de la guerre. Une armée en campagne coûte, une occupation pèse, et les prises de guerre deviennent rapidement des ressources. Les Anglais qui avaient tenté d'imposer un ordre financier se trouvent désormais confrontés à la réalité d'une résistance qui refuse de payer. La guerre devient non seulement un affrontement d'armes, mais une lutte pour le contrôle des ressources et des symboles. Chaque château repris, chaque poste renforcé, chaque garnison déplacée est un message. C'est dans ce jeu de force que la figure de Wallace devient irrésistible pour l'imagination collective. Il est à la fois stratège et symbole, à la fois la pointe d'une lance et le miroir d'une communauté humiliée qui se reprend. Mais l'histoire a ses retours de flamme. Plus la rébellion grandit, plus la réaction royale se durcit. Les mois qui suivent Stirling se transforment en compte à rebours. Des messagers traversent les collines, des alliances se reforment et des traités se signent. À Londres, la Cour ne peut accepter qu'un mouvement de ce type prospère sans réponse exemplaire. Au milieu de ces préparatifs, la dimension personnelle ne disparaît jamais complètement. Wallace est un homme accablé par le poids de son destin, entouré d'hommes qui attendent de lui non seulement la victoire, mais aussi la sagesse politique. Il doit naviguer entre l'urgence des combats et la nécessité de construire une base durable. Les choix sont difficiles. Continuer la guérilla et accepter une vie d'exil et de fuite, ou tenter de forger une légitimité plus large en associant des nobles hésitants. Les tensions sont palpables. Chaque décision implique des risques calculés. Alors que l'on s'achemine vers une nouvelle phase de la confrontation, la mémoire de Stirling demeure vivante, non seulement comme souvenir d'une victoire, mais comme preuve qu'un peuple peut, quand il le veut, infliger aux puissants une humiliation publique.
Cette idée, plus que la gloire d'un seul homme, devient l'élément central du récit. L'Angleterre sait qu'elle doit frapper fort pour restaurer la crainte, et Édouard Ier commence à rassembler ce qu'il croit nécessaire pour donner à sa punition une portée exemplaire. La scène se fige un instant sur cette tension, l'espoir galvanisé par la victoire et la colère du pouvoir prête à éclater. Entre ces deux pôles se tient William Wallace, figure fragile et déterminée à la fois, qui a déjà compris que la guerre ne se gagne pas seulement par la force, mais par la conservation des volontés. Quelque part, le destin se noue. Une riposte royale démesurée pourrait réduire les corps, mais réduira-t-elle l'idée ? C'est la question qui commence à tourner dans toutes les têtes et qui prépare le terrain pour les décisions et les dramatiques qui suivront. La riposte d'Édouard ne fut pas seulement une campagne militaire, ce fut une démonstration d'autorité calculée pour briser une idée. En juillet 1298, à Falkirk, l'inévitable affrontement eut lieu. Wallace, qui avait appris à exploiter les paysages étroits et les ponts, se trouva face à une armée anglaise mieux entraînée, mieux équipée et surtout préparée à affronter des formations irrégulières. Là où Stirling exploitait la géographie, Falkirk montra les limites d'une insurrection mal appuyée par des ressources durables. Les schiltrons, ces formations de piquiers en cercle ou en rideau, offrirent une défense redoutable contre la charge de la cavalerie. Mais contre eux, l'ennemi opposait les archers et l'armement d'une armée professionnelle. Les flèches d'anglais, coordonnées, commencèrent à ronger la cohésion des rangs. Une fois les formations fragilisées, la lourde cavalerie put frapper avec toute sa force. La défaite fut nette, la résistance se brisa, des chefs furent tués ou blessés, et la fumée des combats laissa derrière elle une victoire anglaise qui sonna le coup d'arrêt du récent élan. La débâcle de Falkirk n'effaça pas l'essentiel. Wallace avait imposé l'idée qu'on pouvait se dresser contre l'occupant. Mais elle l'affaiblit. Il perdit une partie de son prestige militaire et, plus dangereux encore, il perdit des alliés et du temps. Après Falkirk, la nécessité de chercher des soutiens extérieurs devint évidente. Wallace se rendit en Europe pour tenter d'attirer l'attention des cours et des papes. Il chercha la reconnaissance, les secours, une légitimité diplomatique qui pourrait transformer un soulèvement local en question internationale. Il se rendit en France et, selon certaines chroniques, porta sa cause jusqu'à la cour pontificale. Ces étapes restent partiellement obscures et certains détails sont indefinido. Les gouvernements étrangers, liés par leurs propres calculs, durent ménager leurs relations avec l'Angleterre. Les secours promises furent limités et souvent trop tardifs. Dans l'intervalle, l'Angleterre reprit pied en Écosse par la force des armes et la subtilité des alliances. La présence anglaise se renforça dans les forteresses, les garnisons furent rétablies et le pays se vida petit à petit de sa capacité à tenir une résistance ouverte. Wallace fut contraint à la clandestinité, puis à l'exil. Son retour sur le sol écossais devint périlleux, la traque des meneurs se précisait. Et c'est dans ce maelstrom de loyauté changeante et de calculs seigneuriaux que survint la trahison la plus résonnante, celle de Sir John Menteith.
Là encore, certains détails, tel un élément narratif plus tardif selon lequel des parties du corps furent transformées en trophées ou l'objet d'humiliation spécifique, sont rapportés par des chroniqueurs dont la précision peut varier. Ce qui importe, au-delà du sordide factuel, c'est la logique qui présida à l'opération. Convertir le cadavre en message. La tête fut clouée et exposée à Londres. Les membres furent envoyés aux différents points d'entrée de l'Écosse, Newcastle, Berwick, Stirling, Perth, comme autant de balises destinées à rappeler la puissance du roi à quiconque oserait s'en écarter. La scène à Westminster fut conçue pour couper court à toute nostalgie. Un corps déconstruit, une mise en pièces publique, une démonstration de la capacité du pouvoir à dominer non seulement par la force des armes, mais par la loi instrumentalisée. Mais l'effet recherché par le bourreau politique prit une direction inverse. La mise en spectacle de la violence produisit l'émotion la plus rudimentaire, l'indignation. Les lieux où furent exposés les restes devinrent, paradoxalement, des points de mémoire. La tête sur une pique, le membre attaché à une porte de ville, devinrent des signes visibles qui alimentèrent la colère et la compassion. Les familles qui avaient perdu des proches, les communautés victimes d'exactions, virent dans ces reliques non une suppression, mais un rappel du sacrifice. En transformant un corps en avertissement, l'État réalisa l'ironie ultime. Il fit de ce corps un reliquaire d'indignation. Dans les mois et les années qui suivirent, la figure de Wallace se pétrifia en mythe. Les chansons populaires, les récits voyageurs, les chroniques étrangères rapportèrent l'image d'un homme brisé par une justice instrumentalisée, d'un visage dont l'exposition devait faire taire la révolte et qui, au contraire, attisa la flamme. Les actes d'un seul homme devinrent le point de cristallisation d'un ressentiment diffus, et la politique, qui avait cru s'être débarrassée du problème en supprimant la tête, se trouva confrontée à une conséquence imprévue. L'idée persistait, réappropriée par ceux qui avaient perdu un foyer, une récolte, une chair. C'est alors qu'une autre figure, plus aristocratique et plus calculatrice, prit la mesure de la situation, Robert Bruce. Dans la complexité des loyautés médiévales, Bruce n'était pas d'emblée le champion du nationalisme. Il était un seigneur avec ses propres ambitions dynastiques. Sa trajectoire comporta des hésitations, des alliances temporaires avec l'occupant et une décision qui fera basculer son destin. L'assassinat de John Comyn, ou Comyn, à Dumfries en 1306, acte aux motivations aussi politiques que personnelles. Cet assassinat poussa Bruce vers une couronne rapide et contestée. Il fut couronné roi d'Écosse la même année. Son ascension fut marquée par la violence et l'urgence. Il n'eut pas le loisir de consolider lentement son pouvoir. Les conséquences furent immédiates. Bruce dut fuir, se cacher et reconstituer son appui politique par la ruse, la négociation et la guerre d'usure. La lutte qui suivit prit une forme différente de la phase menée par Wallace. Là où Wallace avait excellé comme leader populaire de guérilla, Bruce sut conjuguer guérilla et stratégie institutionnelle. Il sut tirer parti des erreurs de l'ennemi, utiliser le terrain, forger des alliances et surtout apprendre du sacrifice de ceux qui l'avaient précédé. La guerre devint moins une succession d'exploits spectaculaires qu'un lent mouvement de reconquête, arrêtement des garnisons, coupure des lignes de ravitaillement, reprise contrôlée de forteresses et surtout la reconquête de la légitimité. Par l'exemple, par la promesse d'un pouvoir central capable de protéger, Bruce transforma l'indignation dispersée en force politique organisée. Cet apprentissage culmina à Bannockburn, les 23 et 24 juin 1314, date communément acceptée. Là, près de Stirling, sur un terrain choisi, Robert Bruce fit ce que peu croyaient encore possible. Il infligea à l'armée anglaise une défaite décisive. La préparation fut méticuleuse. Bruce choisit le terrain, disposa ses hommes dans des schiltrons compacts, mit en place des obstacles pour gêner la cavalerie et sut utiliser la mobilité et la connaissance du terrain à son avantage. Les chroniques racontent des moments symboliques, comme la charge solitaire d'un chevalier anglais, Henri de Bohun, qui, lancé contre la ligne écossaise, fut stoppé net par le roi lui-même, dans un affrontement devenu image fondatrice. Brutal mais bref, ce duel renforça le moral écossais et déstabilisa l'ennemi. La bataille prit ensuite une tournure inexorable. Les schiltrons, autrefois symptôme de faiblesse face à une cavalerie supérieure, se montrèrent cette fois capables de résister lorsque protégés par un terrain difficile et coordonnés dans leur emploi.
Les charges anglaises échouèrent, la discipline se fissura et la panique gagna. Édouard II, présent sur le champ, vit son expédition se déliter et dut choisir la fuite. L'armée anglaise se disloqua, les pertes furent lourdes et la route du retour se transforma en débâcle. Bannockburn fut plus qu'une victoire militaire, ce fut la confirmation quel mouvement de libération pouvait se transformer en État indépendant. La mort de Wallace n'apparaissait plus comme un apogée final, elle devenait l'un des épisodes fondateurs d'une histoire de libération. Sa fin physique, sanglante et humiliante, s'était métamorphosée dans une légende qui galvanisa d'autres acteurs. Le sacrifice d'un chef se transforma en carburant pour une lutte prolongée, et la victoire de Bannockburn fut l'aboutissement de ce processus collectif où le passé violent se trouva retourné par la volonté d'un peuple. On peut tracer un fil direct entre la tête sur la pique et le cri de victoire sur le champ de Bannockburn. La mise en spectacle de la violence fut conçue pour étouffer la mémoire, mais elle révéla au contraire la résilience d'une idée. Le message royal d'effacement se transforma en étendard. Chaque lieu où furent exposés des restes devint un point d'irritation qui nourrissait la volonté de revanche. Chaque chanson composée en mémoire d'un exécuté ajouta une pierre à l'édifice de la résistance. Chaque seigneur qui changea d'allégeance participa à la recomposition d'un pouvoir national. Il est important de rappeler la nature paradoxale de ces processus. Les machines de l'État, en cherchant à éradiquer la dissidence par l'excès, créaient parfois les conditions de sa propagation. L'exécution, pensait Édouard, ferait peur. Elle eut l'effet opposé en inscrivant la figure de Wallace dans la conscience collective comme martyr. La violence institutionnelle, par sa mise en scène, institue la mémoire. Elle fabrique des récits. Et ces récits, une fois répandus, deviennent des ressources politiques pour ceux qui suivent. La vraie fin de William Wallace n'est ni la tête sur la pique, ni le corps mis en pièces. La vraie fin est plus subtile et plus durable. C'est la transformation d'un geste individuel en une force qui finit par produire un résultat historique que Wallace lui-même n'a pas vu de son vivant. Sa mort fut terrible, et elle fut retrouvée dans les rumeurs, les chants et les larmes. Mais l'idée d'un peuple capable de se gouverner et de refuser l'assujettissement survécut. Elle prit forme dans les actes de ceux qui continuèrent la lutte, dans les calculs d'un roi comme Robert Bruce et dans la victoire qui fut remportée à Bannockburn. On ne doit pas idéaliser sans nuance. Wallace n'était pas un saint miraculeux, et la trajectoire de la libération passa par des choix sanglants, des compromis et des compromissions. Robert Bruce, pour prendre le relais, fit des gestes discutables, d'autres se montrèrent opportunistes. Les victoires furent suivies d'années difficiles, de négociations et d'usure. Mais l'essentiel tient dans la permanence d'une idée. La résistance, nourrie par le sacrifice, finit par se transformer en institution. La tête fut plantée sur une pique, l'idée, elle, prit racine. Voilà la vraie fin de William Wallace. Sa disparition physique n'a pas clos l'histoire qu'il a amorcée. Elle l'a ouverte à d'autres mains, à d'autres stratégies, jusqu'à cette journée où, près de Stirling, le destin du royaume prit un tournant irréversible. Les piques, les haches et les rouleaux de scellement ont tenté d'effacer une mémoire. Ce qu'ils ont semé, paradoxalement, c'est la légende qui a nourri la politique. Si cette plongée dans les faits et leur résonance vous a intéressé, abonnez-vous pour retrouver la suite de nos récits historiques et des analyses détaillées. Pour conclure, la violence a voulu étouffer une idée en anéantissant un corps. L'histoire nous montre que les idées véritablement enracinées ne meurent pas avec les corps. Elles se perpétuent dans les champs, dans les alliances et dans les victoires qui suivent. William Wallace a été brisé par la machine du pouvoir, mais ce qu'on croyait vaincu s'est transformé en moteur de délivrance. Sa tête sur la pique devint paradoxalement le prélude d'une liberté que d'autres, avec d'autres armes, allaient achever. La vraie fin de Wallace n'est pas l'humiliation publique, c'est la liberté retrouvée qui naît de ce qui l'a déclenché. La tête a été plantée sur la pique, l'idée, elle, a pris racine.